Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette émission. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour ce grand rendez-vous sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Merci donc de nous recevoir chez vous et d'être encore plus nombreux à travers le continent africain et à travers aussi le monde entier. Le son de cloche vient de Malabo, face à Paris. Dans son compte Twitter, le vice-président de la Guinée équatoriale n'est pas passé par le dos de la cuillère pour répondre à la France dans sa volonté d'expulser le personnel de l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris pour se saisir de l'immeuble siège et de le vendre, un bien de la République de Guinée équatoriale. En fait, décision en application du verdict de la justice française rendu dans cette affaire dite des biens mal acquis. Réponse force donc de Malabo à une envie de la vie de beaucoup d'humilier un État souverain. S'achemine-t-on vers une escale diplomatique entre la France et la Guinée équatoriale? Comment comprendre cette sortie, la réjouissance même de cette affaire et même de ses dessous? Quels sont les enseignements qui s'y dégagent? Nous en parlerons au cours de cette émission du débat panafricain avec nos invités en première partie. Et puis nous mettrons le cap sur la République centrafricaine avec les dessous d'une affaire qui pointe à l'horizon une affaire du troisième mandat du président Touadéra, soupçonné dans le pays de préparer un troisième mandat, donc par une coalition qui brandit déjà la constitution du pays qui limite à deux le mandat présidentiel. Comment comprendre cette sortie et quelles peuvent en être ses implications dans un pays déjà meurtri par la violence pendant plusieurs années et où, comme d'ailleurs dans plusieurs autres pays du monde, les élections ou changements à la tête des pays n'ont jamais vraiment réglé les véritables problèmes auxquels le pays fait face. Nous allons au cours donc de cette émission avec nos invités sur place et ceux qui sont en multiplex évoquer toutes ces questions. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité une fois de plus et surtout aussi à vous, chers invités sur ce plateau. Des visages, mesdames, messieurs, des noms, des pensées fortes, des personnes qu'on ne présente plus, des invités devenus presque des véritables monuments ou locomotives dans le combat d'idées et l'éveil de conscience pour la dignité de l'Afrique. Le grand réveil de ce continent au centre de toutes les attractions. Maître Janvier Momo, juriste, vous êtes de la société civile. Merci pour une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bon, bonsoir particulier aux téléspectateurs d'Afrique Média. Nous n'allons pas oublier, je ne vais pas oublier les copanélistes que vous avez l'honneur de présenter. Je ne vais pas oublier non plus les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Monsieur Aboubakar Mouchili, je voudrais vous dire merci parce que vous êtes un combattant, un véritable combattant, parce que je ne le dis pas de bout des lèvres. Nous avons fait plusieurs expéditions ensemble dans le combat et j'ai regardé dernièrement votre périple au pays au Sénégal. J'ai apprécié beaucoup des interviews que vous avez réalisées. Merci beaucoup. Nous étions en Guinée avant que Doumbouya ne vienne s'aimer le trouble dans ce qui était engagé en Guinée. Nous avons vu ce qui était engagé, ce qui était mis sur pied comme véritable socle de développement du pays. Je pense que à nos côtés, vous avez tout le mérite. Et je pense que les téléspectateurs, pour ceux qui vous regardent à partir de Douala, ils vont comprendre que Aboubakar Mouchili est celui que nous avons besoin dans la lutte panafricaine. Merci beaucoup, maître. C'était un plaisir donc de vous avoir sur ce plateau que vous connaissez très bien. C'était un très grand plaisir. Alors, juste en face de vous, un autre invité, un habitué de ce débat, le débat panafricain, sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, Samuel Dionodo Yumbi. Vous êtes analyste politique. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, bonsoir monsieur Aboubakar. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur le plateau. Et pour moi, ma joie avec tout le mérite que vous avez, qu'on vient de le démontrer par mon copanéliste, maître Javier Momo, que je passe pour dire bonsoir. Et vous méritez tout le salut, que nous puissions vous accompagner dans le débat, dans le biscuit que nous allons partager. Et un bonsoir à le copanéliste et ceux qui seront sur Zoom. Et également à tous les techniciens, mais particulièrement à toute la jeunesse panafricaine, ceux-là qui nous regardent, ceux-là que nous sommes ici, actuellement assis, pour pouvoir les apporter notre contribution pour l'édification et les apporter ce qu'ils veulent savoir
comment ce nouveau monde que nous sommes aujourd'hui, qui nous en ce début du 21e siècle, dont nous avons tous les atouts de pouvoir s'émerveiller grâce à la chaîne Afrique Média pour récupérer cette place sensible qui est méritée, la place de l'Afrique, et où la jeunesse pourra enfin s'émerger en ce début du 21e siècle en prenant sa place. Et grâce à tous les panélistes que nous sommes là, je tire encore un grand courage depuis une décennie, le grand travail que nous sommes en train de faire, un travail de conscientisation qui aujourd'hui nous donne des résultats satisfaisants et nous sommes si fiers chaque fois que nous sommes invités sur le plateau d'Afrique Média. Merci à vous donc Samuel Dieunodur Yumbi, analyste politique. En multiplex, un nom, un visage qu'on ne présente plus aux téléspectateurs de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, Luc Michel, géopoliticien, un très grand défenseur des libertés. Luc Michel, bonsoir et bienvenue à ce programme. Bonsoir à votre plateau et aux invités sur le Zoom. Ce que nous constatons ce soir, c'est que les chefs d'État qui agissent pour l'émancipation de l'Afrique, Fosac Touadéra ou le vice-président équato-guinéen Théodore Manguier Aubergnema, je les connais tous les deux, je sais qu'ils agissent, on les attaque au moment où ils sont en pleine action. Ce n'est pas un hasard. Touadéra lance le Bitcoin qui, comme par hasard, fait l'objet d'une campagne de déstabilisation internationale, un prix Nobel d'économie, Bill Gates, etc., pour dire que ça ne marche pas parce qu'il s'agit de saper la position du franc centrafricain. Et le vice-président de Guinée équatoriale, il est dans une importante mission diplomatique et économique à Belgrade depuis cette semaine. Ce n'est pas un hasard non plus si on s'attaque à lui, la justice française, en ce moment. Là, surtout pour ce décor que vous venez de planter. On vous revient tout à l'heure, le temps juste de revenir dans ce studio, cher monsieur, pour comprendre. On va commencer par le début. Cette affaire d'Idébi et Malaki, de certains dirigeants africains ou de leurs proches, une affaire qui remonte aux années 2007-2008, quand elle explose. Alors, maître Momo, je commence par vous. Concrètement, de quoi est-il question? Donc, en clair, la question, elle est très courte, mais elle est très très profonde. En clair, il s'agit des organisations non gouvernementales qui, à un moment donné, ont estimé que la République de Guinée équatoriale et ses enfants ne méritaient pas les biens qu'ils avaient en possession. Et au rang des biens qu'ils avaient en possession se trouvent en pole position non seulement des véhicules terrestres à moteur, des aéronefs, mais aussi et surtout des immeubles. Vous savez, en matière d'acquisition des biens, l'immeuble c'est le principal et l'accessoire c'est le meuble. Donc, les biens des Équato-Guinéens, de certains de nos compatriotes africains équato-guinéens, étaient constitués non seulement des meubles, mais des immeubles. Alors, l'impérialisme a pensé à un moment donné que l'outrecuidance avait poussé ces enfants africains à acheter un domaine au 16e arrondissement à Paris. Il s'agit de ce fameux immeuble qui abrite la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Nous pensons à un moment donné que en 2008, lorsque ces organisations non gouvernementales, en réalité on les appelle organisations non gouvernementales, ça c'est littéral. C'est le forme littéral. Ce sont des véritables organisations gouvernementales parce que derrière elles ce sont des arbres qui cachent la forêt de la réaction, la forêt de l'impérialisme et la forêt de ce que nous pouvons appeler la tentative moderne de reprise de la colonisation sous d'autres formes. Parce que en 2008, Sherpa et une autre ONG Survie portent plainte contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale qui avait aussi, en cette époque, la responsabilité de la défense et de la sécurité de la République de Guinée équatoriale pour un certain nombre de biens qu'ils estiment mal acquis. Alors, nous nous sommes demandé, un bien mal acquis, il le constate quand vous l'avez ou bien au moment de l'achat. Parce que si le bien est mal acquis, il faut empêcher la vente, il faut empêcher l'acquisition.
pour être sincère sur le plan de droit avec soi-même. Mais n'accompagnez pas avec vos institutions, n'accompagnez pas que les ventes et les procédures d'acquisition soient parfaites sur le plan de droit pour se lever un matin et dire non, vous n'avez pas le droit d'avoir une Bugatti Veyron, vous n'avez pas le droit d'acheter une Ferrari, vous n'avez pas le droit d'acheter un immeuble au 16e à l'avenue Foch à Paris, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Donc, cela s'est accompagné d'une certaine forme de jalousie et même de racisme à l'international. Alors, cette plainte nous a étonnés parce que nous pensions à un moment donné qu'elle ne pouvait pas prospérer. Mais les panafricanistes que nous sommes, nous avons compris que derrière ces procès se trouve en réalité une véritable conspiration contre la Guinée équatoriale. Et ceux qui étaient derrière l'affaire des biens mal acquis, qui accompagnent Sherpa, Survie, et plus tard, en décembre 2008, Transparency International France, alors ceux-là qui les accompagnent répondent directement des institutions françaises, c'est-à-dire c'est pas seulement le Quai d'Orsay, mais aussi les services de renseignement français. Parce qu'ils ont tous les documents d'acquisition, même des documents qu'on ne publie pas. Tout à fait. Donc, nous avons compris que l'impérialisme avait mis la Guinée équatoriale en ligne de mire. Et il fallait à tout prix qu'ils arrachent bien en utilisant le couvert judiciaire. C'est ce qui s'est passé, M. Mouchili, de 2007 à 2022 où nous sommes. Où on a vécu le dernier procès en la cassation le 8 juin 2022, le 8 juin dernier, où nous avons compris que les carottes sont cuites. Donc, c'est une affaire qui a conduit les tribunaux français, pour être clair, vous avez posé la question, qui a conduit les tribunaux français, que ce soit à l'instance, depuis octobre 2017, de l'instance jusqu'à la Cour de cassation, le 8 juin 2022, les décisions ont été les mêmes. C'est-à-dire, c'est la confirmation de la première instance jusqu'à la cassation. La République de Guinée équatoriale est même allée au-delà. Elle a saisi la Cour internationale de justice sur le fait que la République de Guinée équatoriale ne pouvait pas voir sa mission diplomatique saisie par les autorités françaises, alors que cette mission diplomatique bénéficie non seulement de toutes les immunités définies par la Convention de Vienne, non, mais aussi et surtout sur les us et coutumes et un ensemble de traités internationaux signés concurremment par la France et la République de Guinée équatoriale. Alors, nous avons compris qu'en réalité, c'était un montage judiciaire qui était tout fait, non seulement pour présenter, pour détruire l'image de la Guinée équatoriale à l'international et prouver que la Guinée équatoriale est un pays qui ne mérite pas la confiance et le respect des autres États indépendants et souverains de la planète, mais aussi et surtout des tentatives françaises pour revenir sur les biens de la Guinée équatoriale. Et pendant que de 2007 au 8 juin 2022, parce qu'à l'heure où nous parlons, on a terminé avec les couloirs judiciaires, c'est terminé. Donc on ne peut plus, une autre procédure ne peut plus voir le jour parce que la République de Guinée équatoriale a tout tenté. Donc nous avons compris que l'impérialisme avait mûri un stratagème qui consistait à nuire à l'image internationale de la Guinée équatoriale. En nuisant à l'image de la Guinée équatoriale, elle nuit naturellement aux autorités qui incarnent la Guinée équatoriale, à savoir le président Obiang lui-même, tous les membres de sa famille et le vice-président de la République, Teodoro Manguedo Obiang. Donc, vous comprenez que pendant le cours de ces procédures, c'est-à-dire de 2007 à 2022, la Guinée équatoriale a subi des coups d'État, a subi d'autres tentatives de déstabilisation, parce que ces procès, ce sont des déstabilisations qui ne disent pas leur nom, avec un couvert judiciaire, c'est-à-dire à l'international, on est capable de vous dire non, les tribunaux français ont condamné la Guinée équatoriale, le peuple équatorien, l'argent de la Guinée équatoriale a été volé pour acheter leurs biens. D'accord, mais le fruit de tous ces biens qui ont été saisis et vendus, comment est-ce que la France a disposé de ce pays? Parce que cette question permet aux téléspectateurs, aux panafricanistes, de comprendre le stratagème qui avait été monté par l'impérialisme. Qu'est-ce qu'ils disent? Entre-temps, lorsque la France se rend compte que ces tribunaux, pas qu'elle se rend compte, elle est confiante que ces tribunaux vont donner raison à leurs organisations non gouvernementales, à leurs ONG, alors il y a une loi que le Sénat français pond,
la loi du 4 août 2021 Oui. qui organise la restitution des biens mal acquis. Et cette loi, elle nous fait rire. C'est quoi? C'est que le fruit de la vente des biens, la vente aux enchères des biens saisis, doit être non seulement partagé avec les organisations non gouvernementales qui se sont en droit porter partie civile. En se portant partie civile, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à la fin du procès, elle demandait de dommages et intérêts. Tout à fait. En droit, on dit pas d'action, pas d'intérêt. d'intérêt, pas d'action. Alors, le fruit doit être remis, selon la France, à des organisations non gouvernementales qui vont venir choisir des secteurs en Guinée équatoriale où investir. Et au rang de ces organisations, ils n'ont pas épargné le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère français des Relations extérieures, à travers l'Agence française de développement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le fruit de la vente des biens de la Guinée équatoriale doit être utilisé pour donner du travail aux Français, parce que c'est eux qui sont à l'Agence française de développement, pour continuer à regorger le chômage. Et entre-temps, il y a 30 millions d'euros qui ont été versés comme amende dans le trésor public français. Vous regardez une mascarade à l'international pour happer les biens d'une république. Si les tribunaux français et les autorités françaises avaient la foi et la logique, je pense qu'ils auraient transporté le fruit de la vente aux enchères de ces biens et venir verser dans le trésor public équato-guinéen pour dire à l'international, nous avons saisi, nous avons vendu Et voici ce que nous avons fait. Non, et nous avons restitué Tout à à fait. l'État de Guinée équatoriale. Or, ils sont allés plus loin. Ils ont franchi le Rubicon en saisissant l'immeuble qui abrite la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en France, au mépris de tous les textes internationaux. Je profite une fois de plus pour dire, le droit international est une chimère parce que c'est l'instrument des plus forts. Et dans cette guerre entre la Guinée équatoriale, une guerre juridique, entre la Guinée équatoriale et la République française, on nous a fait savoir, on nous montre que le droit international est une chimère, c'est l'instrument des grands. Ils ont toujours raison sur le plan international, ils ont toujours raison face aux plus faibles, face aux plus faibles. Mais il nous appartient, M. Mouchili, de dire à la Guinée équatoriale que l'affaire n'est pas terminée. Mais qu'attendent encore aujourd'hui les autorités de Guinée équatoriale pour agir? Mais les biens meubles, ça passe encore. Mais les meubles qui abritent une mission diplomatique, mais c'est un problème diplomatique et secret. Que fait encore l'ambassadeur de France en République de Guinée équatoriale? De toute façon, maître, nous en parlerons au cours de cette émission. Ce n'est qu'un bon début. Merci beaucoup. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par un autre panéliste, un visage, un grand nom du débat panafricain qu'on ne présente plus, un très grand combattant des libertés, un combattant d'idées élevées de conscience pour la dignité de l'Afrique, le grand réveil de ce continent. Il s'agit de patient parfait d'homme, homme politique patient parfait d'homme. Merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation du débat panafricain de ce jour. Merci, Jeune Prince. Très honoré d'avoir reçu votre invitation pour participer à cet énième éveil de conscience de la jeunesse africaine. Je crois que c'est elle qui est la plus concernée par cette véritable bataille dans laquelle nous sommes engagés depuis plus d'une décennie aujourd'hui, à travers ce formidable outil, n'est-ce pas, de la conscientisation du peuple africain en général, du peuple noir en général, du peuple africain en particulier, qu'est Afrique Média. Alors, je vous accueille, patient parfait d'homme, par cette question. Est-ce que lorsque l'affaire éclate dans les années 2007-2018, cette affaire dite des biens mal acquis, qui concerne, qui est dirigée envers les dirigeants du continent africain et de leurs proches, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il s'agit d'une déstabilisation, d'une manœuvre pour pouvoir déstabiliser ces pays africains? Évidemment, mais moi je n'étais pas très étonné. D'autant plus qu'il suffit de voir les réalisations de la Guinée équatoriale aujourd'hui. Elle fait des jaloux à des niveaux insoupçonnés. Je pense que ce serait quand même un peu curieux de voir, après que cette prétendue vente ait été opérée, qui serait l'acquéreur. Peut-être que ça va aussi nous donner des indices sur un certain nombre de micmacs qui ont eu lieu au cours de cette scabreuse affaire et qui ont débouché sur ce verdict unique qui prive, n'est-ce pas, un pays souverain de l'un des attributs en termes de biens meubles, comme disait tout à l'heure Maître, d'une place diplomatique de charme, qui fait aussi
qui donne aussi, j'allais dire, le ton et le niveau de la volonté de la Guinée équatoriale d'imposer son soft power sur le plan africain et sur le plan mondial. La place parisienne était l'une des places diplomatiques les plus importantes au monde. La Guinée équatoriale a voulu être représentée au niveau de son ambition pour donner le ton que l'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Je disais tantôt qu'il y a un côté plus ou moins de racisme primaire, mais aussi de jalousie. Parce que la Guinée équatoriale aujourd'hui, c'est quoi? C'est un bond de 100 ans dans l'avenir par rapport à ce qu'elle a été hier. Et quand on voit les pays où la France, de manière outrecuidante, j'allais dire ostentatoire, domine et continue de dominer aujourd'hui, quand on regarde ces pays, je peux prendre l'exemple du Gabon, on a envie de pleurer. Je vous rappelle que dans un passé plus ou moins récent, au Gabon, être traité d'équateur-guinéen était une insulte. Mais allez donc voir aujourd'hui ce que la Guinée équatoriale est devenue. Donc il y a ces éléments qui sont d'ordre subjectif pour certains, mais qui peut-être expliquent cette violence avec laquelle on n'a même pas voulu essayer de mettre des gants. On allait avec une violence terrible pour tenter d'arracher à la Guinée équatoriale un bien, n'est-ce pas, qui est le sien, mais surtout qui est la représentation diplomatique de son pays. À partir de ce moment-là, on peut valablement se poser la question, en réalité, ces gens-là, tout à l'heure, Maître de disait, tous ces nombreux traités qu'on signe là, les conventions, les accords, à quoi ça sert même? Ça a quelle valeur? Ça n'a aucune valeur. Ça n'a de valeur que ça quand ça va dans le sens de l'intérêt, n'est-ce pas, de ces pays occidentaux. Mais quand, une fois de plus, vous êtes en confrontation, on prend ça en déchire comme un chiffon, on fout la poubelle. Et regardez ce qui arrive aujourd'hui à l'ancien président de Chelsea, Roman Abramovich. Tout à fait. Mais regardez, c'est un exemple typique de la parole, des principes, du respect des principes, n'est-ce pas, de ces pays occidentaux. Ça veut dire que même le principe intangible de la propriété privée, qui est l'un des piliers du système capitaliste néolibéral dans lequel il baigne, n'a plus de valeur. Le jour où ils ne sont plus d'accord avec vous, ils déchirent ça et ils commencent à raconter des vertes et des pas mûres pour justifier à base des arguties, n'est-ce pas, leur prétendue décision juridique. Donc, je crois que la Guinée équatoriale est en train de subir aujourd'hui, j'allais dire, le retour du bâton de la réussite et la détermination du président Obiang Nguema de moderniser son pays. On a trouvé ce qui leur apparaissait comme le maillon faible du jeu, c'était les acquisitions du vice-président Théodorin Obiang Nguema Mangué. Mais ça s'avère de plus en plus être comme une espèce d'os qui cale aujourd'hui au cou de cette France-là et de cette morgue, de cette condescendance qu'ils ont pensé qu'ils vont régenter la vie des États au niveau de ce qui semblait, ce qui était encore considéré comme leur précaré, et c'est eux qui faisaient la pluie le beau temps. Le temps de Focard est complètement révolu. Il faut que ces gens-là se le mettent dans la tête. Le temps de Focard qui venait donner des instructions à nos chefs d'État, aller à gauche, aller à droite, faire ceci, faire cela, c'est terminé. Mais je dis à la France, mais vous parlez de bien mal acquis. Pour les Africains d'un certain niveau que nous sommes, on a envie de rigoler. Oui. Mais le franc CFA, c'est quoi? C'est terrible. Mon cher prince, c'est quoi le franc CFA? C'est le plus grand mal acquis, n'est-ce pas, en plein 21e siècle, qui continue n'est-ce pas, de dominer un espace aussi important. De la part de la France en Afrique, vous voulez dire? Mais oui! Mais oui! C'est le joyau de la France-Afrique. Et que dit la France par rapport à ce franc CFA? Alors, venir se ruer sur un pays qui est en train de tout faire pour redonner de la dignité à l'Afrique à travers un certain nombre de réalisations et d'actions que le peuple de Guinée équatoriale prend en faveur des Africains, de l'Afrique, mais de la Guinée équatoriale et même pour le rayonnement, n'est-ce pas, de cet État, de sa diplomatie, mais aussi sa volonté de construire ce soft power, comme je vous le disais tantôt, qui fait que vous avez même une situation qui se produit, on vous dit, le Maroc ne peut plus accueillir de Cannes. Quel est le pays qui sauve la mise, qui nous sauve de cette honte incroyable? C'est la Guinée équatoriale. En 2015, vous avez vu encore tout récemment une réunion extraordinaire de l'Union africaine pour que les gens essaient de discuter. Il y a la crise ukrainienne qui est là. Que dit l'Afrique? L'Afrique se concède où? En Guinée équatoriale. C'est ça. Mis bout à bout, je n'ai pas été exhaustif évidemment, mis bout à bout, l'ensemble de ces actions de la Guinée équatoriale crée des jaloux.
entretient des rancœurs, la haine de cette France-là qui a vendu longtemps au monde qu'en Afrique, il n'y a rien d'autre que des singes qui continuent de gambader sur des branches des arbres en pleine forêt équatoriale. La Guinée équatoriale a démontré le contraire et c'est ça que la France ne veut pas accepter. Mais le retour de bâton dans cette attitude de Paris, c'est que, chers amis, vous qui êtes là-bas du côté de la France, de moins en moins, vous aurez de tels investissements, de telles acquisitions, de telles propensions pour les Africains d'investir chez vous. Ils ont compris qui vous êtes. Vous ne leur garantissez absolument rien. Donc, ne vous étonnez plus que les Africains, d'ailleurs, je crois que c'est un débat qui est actuel aujourd'hui en Occident. Oui. Les Africains de plus en plus se tournent vers d'autres espaces de notre planète que d'aller en Occident parce qu'ils ont compris que cet Occident-là ne tient pas sa parole, ne respecte pas les contrats, les accords, même internationaux, dont ils sont les premiers champions à brandir quand cela leur convient. Et je peux vous dire qu'avec cette affaire de la Guinée équatoriale, évidemment, ça va être l'exemple par excellence pour démontrer qu'on n'a plus de tout intérêt à aller à Méfaire faire les acquisitions, aller sur la place parisienne faire des acquisitions, et de plus en plus, vous verrez, n'est-ce pas, des réussites africaines investies plutôt sur notre continent, parce que je peux vous le dire, on avait dit quand la Chine se veillera, le monde tremblera, mais je vous dis, quand l'Afrique, elle va se mettre debout, qu'est-ce qui va se passer donc? Mais le monde va trembler parce que ces gens-là, ils vont venir d'abord en Afrique à genoux, nous demander pardon pour toutes les humiliations qu'ils nous ont fait subir. Parce que cette affaire-là, c'est une énième humiliation. Non, c'est vrai. Après l'esclavage, après la colonisation, après le néocolonialisme, après les monnaies nazies comme le franc CFA, c'est une autre humiliation, des crachats, des golubers sur nos têtes. Cette affaire-là, elle va laisser des marques. Et je ne suis pas sûr que les générations futures iront avec le dos de la cuillère comme nous, en réalité, nous sommes en train d'y aller. Parce que les générations futures, ça va être des tic au tac, hein? Oui. Et ça va être très violent. Donc je le dis en français aujourd'hui parce que je suis un peu comme quelqu'un qui tourne, n'est-ce pas, dans les tréfonds du peuple africain, et je ne fais que remonter la haine sourde qui commence à monter. Le sentiment anti-français, c'est petit. Quand vous dites ça, non, passez. Les gens ne sont plus au niveau du sentiment anti-français. Ils sont au niveau de l'action. Donc ne vous étonnez pas que demain, après-demain, il y a des choses qui se produisent. Mais une fois de plus, quand je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on a compris. On a retenu la leçon qu'il faut. Il n'est plus question qu'on aille faire des investissements de prestige dans le pays de ces gens-là. Parce que ces gens-là, en réalité, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de principe. Faites de l'Afrique un véritable paradis. Nous avons les moyens aujourd'hui, le know-how nécessaire. Même sur le plan humain, je ne parle même pas de nos richesses naturelles. Même sur le plan humain, nous avons le know-how nécessaire pour pouvoir le faire. Que ce soit les banques, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les espaces qui n'attendent que nous ne puissions y mettre la main et notre empreinte pour les transformer, pour devenir de véritables Dubaï. Et je sors par là. Mais qui ne nous dit pas que dans un prochain avenir, la Guinée équatoriale sera la destination par exemple du tourisme mondial? Pourquoi? Ils ont tout. Ils ont l'espace, ils ont la géographie les a gâtés. Il suffit seulement de travailler un tout petit peu, comme ce que nous voyons déjà avec ces belles villes. Mais je peux vous dire qu'il suffit une petite touche accompagnée par une certaine campagne médiatique et de bonnes infos, comme il dit, et c'est fini. Vous verrez que dans un avenir proche, la Guinée équatoriale sera plus grand que le Dubaï, n'est-ce pas, dont on nous vante. Il suffit de petites améliorations et de petits conditionnements, le reste viendra tout seul. Donc, je soutiens avec force le président Obiang-Nguema, le gouvernement équato-guinéen, le vice-président Théodorin Obiang, dans ce combat contre cette France-là, sans toute honte but qui essaie de nous faire croire que c'est en Afrique qui continue encore à avoir des gens qui sont des sous-hommes, qui ont ravalé au rang de la bête. Ils n'acceptent pas le fait que l'Afrique aujourd'hui soit capable de défendre sa dignité. Et c'est là, justement, la faute, c'est-à-dire le péché impardonnable de la Guinée équatoriale. Merci beaucoup à vous, patient prophète d'homme. Avant de retrouver en multiplex Luc Michel, géopoliticien, Jonathan Batengene, sociopolitiste, je voudrais vous relancer. Dieu de Nir, Yumbi. C'est vrai que Jonathan devait nous retrouver sur ce plateau. Samuel Dieu de Nir Yumbi, toutes mes excuses. Merci, vous êtes analyste politique. Alors, dites-nous, après, lorsque vous avez suivi patient prophète d'homme,
il a évoqué à la suite de Maître Momon la Guinée équatoriale. Il faut dire que dans cette affaire qui éclate entre 2017 et 2018, il n'y a pas que seulement la Guinée équatoriale. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a le Congo, tous des pays de l'Afrique centrale. Comment comprendre un peu cela? Oui, tout d'abord, avant de répondre à votre question, déjà, je dis un grand merci à mes copanélistes et avec la plus belle manière qu'ils ont essayé de rentrer dans le dossier, dans le juridique et sur le fond de ce problème. Et je veux tout d'abord dire un grand merci, un grand chapeau levé au nom de la jeunesse panafricaine au vice-président, M. Théodore Mangué Obiang, pour sa prise de position directe, même si elle n'est pas encore appliquée, et ce qui démontre quelque part cette jeunesse africaine, son élan de futur par excellence, encore bien lointain, quand il aura les manettes, si le parti au pouvoir l'accepte, nous voyons déjà en lui l'incarnation d'une jeunesse déterminée et qui est prêt à assumer ses responsabilités. Il ne va passer par le dos de la cuillère pour répondre à la France. Là, il a démontré carrément à toute la jeunesse panafricaine qu'aujourd'hui, nos qualités, nos valeurs, nos compétences, nos connaissances, ce n'est plus à négocier. Aujourd'hui, l'Afrique appartient à l'Afrique et l'Afrique répondra du tic au tac avec quelconque pays, parce que l'Afrique est un pays souverain et chaque pays africain est souverain et le grand continent regorge 54 pays. Donc la Guinée équatoriale est un pays souverain. Donc malgré toutes les injonctions qu'il peut avoir dans un niveau diplomatique, dans un niveau des relations, si vous frappez, je vous frappe. Ça, nous apprécions ça de M. Théodore Obiang, que je voudrais vraiment saluer et lui dire vraiment un grand bravo. Et que ça montre la détermination de la jeunesse africaine. Pour revenir à votre question maintenant, nous avons vu que cette cabale qui a commencé, cette cabale a ramassé carrément toute la CEMAC. Il a fallu qu'on écoute dans un audio que le président Paul Biya lui-même, qui était en Libye, dans une visite avec aussi par le colonel Mohamed Kadhafi, c'est de s'étonner avec ces pères qui disent mais c'est tout de bien acquis là en France là, mon nom va sortir là-bas, que ça a commencé quoi. Moi je n'ai rien là-bas en Europe, j'ai rien là-bas. Donc finalement nous voyons que c'était un instrument tout simplement pour intimider les chefs d'État africains, afin de les lancer à la verdict populaire des populations de la CEMAC pour puiser du mensonge et le fait de la calomnie pour le faire partir tous ces vieux du pouvoir. Samuel Dieudonné, je rappelle d'ailleurs, pour verser un peu de l'eau à votre moulin, ce qu'avait dit à l'époque le ministre de la Communication, répondant, le ministre avait dit c'est un mensonge grotesque, diffamation calomnieuse à l'endroit d'un chef d'État, le président Paul Biya, de la part de certains ONG. Exactement, vous vous rendez compte qu'à l'époque, et c'était cette fuite-là qu'il y a eu en Libye qui a quelque part sauvé l'aspiration de certains petits voyous, de ces petits crépuscules de Camerounais manipulés de l'extérieur qui a sauvé le Cameroun en ce moment, en 2008. Et nous voyons que dans d'autres pays où on n'a pas du bien mal acquis, on est allé s'attarder tout simplement sur la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale c'était le petit poussin du poulailler, qu'on allait faire du n'importe quoi et tout de suite allait tomber. Mais c'était mal connaître aussi le président Obiang Nguema, qui était dans sa logique, qui n'a jamais eu à investir arbitrairement à l'extérieur, qui n'a que servi d'utiliser l'argent public pour pouvoir investir à l'extérieur pour acheter le bien public de la Guinée équatoriale, dont son fils, qui est à l'époque était ministre des eaux et des forêts, ministre des forêts à l'époque, n'était que l'intermédiaire pour la suivi de voir l'exécution sur les achats qui sont faits en France en ce moment. Mais il faut le dire, étant ministre des Forêts à l'époque, il en a eu des cadeaux, des voitures. Il suffit qu'un chef d'entreprise qui gagne un marché, par exemple, qu'est-ce que vous allez offrir à un ministre, un fils d'un chef d'État qui quelque part ne manque de rien, on peut le dire.
Qu'est-ce qu'une voiture coûte combien pour le fouiller? Et nous étions, moi je peux vous dire ça, pas témoin en France à l'époque, avoir vécu les scènes, que toutes les voitures qu'il avait, c'était des cadeaux, que c'était chef d'entreprise, le lui faisait cadeau. Et il y a même d'autres voitures même qui ne parvenaient, qu'est-ce qu'il vient foutre avec tout ça? Mais aujourd'hui, la France ayant loupé la manipulation pour l'insurrection, à l'époque, partout dans la CEMAC, se sont rabattus directement sur le fils, en disant c'est le fils qui a tous ses biens, qui a acheté le 42 avenue Foch, qui était plutôt la diplomatie de la Guinée équatoriale, qui était le bâtiment de la Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, pour ne pas revenir sur tout ce que mes copanélistes ont déjà dit ici, nous pensons tout simplement que il est extraordinairement vrai, invraisemblablement vrai ce que nous sommes en train de voir, que 4 instances de justice françaises, ça veut dire la première instance, la grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation, décident à l'unanimité toujours de la première condamnation à la dernière, à la 4e cour de justice qui est la cour de cassation, ne pas donner une possibilité même à la partie adverse de se défendre. Le procès dû est tellement expéditif qu'aujourd'hui, nous nous demandons, dans la logique de savoir, quel est le rôle de la justice? C'est d'entendre les 2 protagonistes devant la barre. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu réponds? Mais là, la justice, la Cour de cassation, n'a que fait s'aligner et ça a démontré à la jeunesse africaine aujourd'hui que nous devions savoir que tous les efforts que nous avons fournis jusqu'à nos jours et qu'en ce jour, nous avons le vice-président qui, dans sa détermination, nous démontre que le soutien que nous avons et l'intimidation qu'ils ont voulu faire de nous, nous ne pouvons pas accepter cela, car restons plutôt fermes. Ça, c'est ce que moi je voulais dire ce soir à toute la jeunesse panafricaine. Voyons jusqu'où la France aujourd'hui se retrouve avec un plat brûlant dans la main. Les biens sont dans vos mains. Vous voulez tout saisir. Prenez-le, faites ce que vous allez faire. Nous allons voir. On dit bien, qui vivra verra. Nous pensons que c'est la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui pour dire qui vivra verra. Nous ne sommes pas prêts. Le vice-président a donné son avis. Ce n'est qu'un avis jusqu'à présent. Mais nous allons voir ce que la France va faire. Dès que la France va décider sur les biens qu'ils ont donné une qualification mal acquis, que nous savons que ce sont les biens publics, c'est les biens de l'État guinéen qui ont été achetés pour le bien des Guinéens, nous allons voir, et en ce moment, nous allons aussi décider. La réciprocité serait claire et nette, et peut-être même au-delà. Parce qu'il faut le dire que toutes les sociétés françaises qui sont aujourd'hui en Guinée équatoriale perdent sur l'économie, sont sur place là-bas et gagnent beaucoup d'argent. Ce qu'ils ont voulu faire à la Russie, en voulant afficher la Russie, ça s'est retourné contre eux. Aujourd'hui, si la France voudrait essayer, ça va retourner contre elle et ça sera peut-être pour une fois comme ce que M. Kagame a fait avec la France. Elle a fait une rupture totale des relations diplomatiques avec la France et elle s'est bâtie un chemin, elle s'est développée sans la France. Aujourd'hui, nous pensons tout simplement que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la France a mis un plan machiavélique pour déstabiliser les chefs d'État. C'est nos patriarches qui sont là, elle a raté. La France s'est rabattue sur le fils, ils sont tombés maintenant sur un coriace qui, dans sa jeunesse, ils ont quelque part sous-estimé la maturité, le sens des responsabilités de vice-président Théodore Mangué, qui aujourd'hui vient dans le panaché de tous ces jeunes chefs d'État panafricains que nous avons sur le pied aujourd'hui en Guinée, nous avons en Centrafrique, lui également, et au Mali. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a une nouvelle sphère des jeunes panafricains, patriotes, républicains, qui sont à la détermination de leur peuple, de leur nation, de la souveraineté totale, pour dire en ce début du XXIe siècle, nous n'allons plus accepter du n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Parce que aujourd'hui, nous voyons clairement que la France, comme a dit Vladimir Poutine, c'est un empire de mensonges et aussi un empire des voleurs. Et aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire ce que M. Théodore Mangué a posé comme jalon sur son avis,
c'est un avis qui reste encore aujourd'hui sur la table et que nous tous, nous allons attendre voir ce que la France va décider sur ces biens, soi-disant mal acquis, ces biens qu'ils ont tenté d'arracher à la Guinée équatoriale. Ça m'aide de l'or, ce que je retiens, un avis, une décision de Malabo que vous applaudissez très fort. Très, 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 très pertinent et très fort parce que là, ça démontre que la volonté de cette détermination de cette jeunesse africaine. Nous partons à multiplex retrouver Luc Michel qui nous attend au bout de la ligne. Alors, Luc Michel, vous suivez depuis très longtemps cette affaire, une affaire dite des biens mal acquis visant certains dirigeants du continent africain ou leurs proches, une affaire qui remonte aux années 2007 et 2008, une affaire portée par un certain nombre d'ONG comme Transparency International. Question, j'ai envie de vous poser, Luc Michel, comment est-ce que ces ONG, ces organisations se sont retrouvées dans cette affaire? Ça, ils ne font pas tomber dans les pièges tendus par la justice française et les médias français. En fait, il y a une série de raids géopolitiques qui sont menés contre la famille de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, contre la famille Bongo au Gabon, qui sont menés contre la famille de Bachar el-Assad, contre son oncle en Syrie, contre le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé. Mais ces affaires n'ont strictement rien à voir avec le dossier de la Guinée équatoriale. On a repris sous l'optique bien mal acquis pour disqualifier les dirigeants de Guinée équatoriale. On les a liés à une série d'affaires. De quoi s'agit-il? C'est que toutes les autres affaires de biens mal acquis, elles concernent tout d'abord des biens privés achetés avec de l'argent privé, et elles concernent des membres de familles de chefs d'État qui n'exercent pas de fonctions dirigeantes. Tout cela n'a rien à voir avec la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que la Guinée équatoriale, ce sont tout d'abord le vice-président, c'est un dirigeant de son pays, c'est le vice-président en matière de défense et de sécurité. Il a ce qu'on appelle une immunité de fonction. On ne pouvait donc pas légalement le poursuivre. Deuxièmement, l'immeuble de l'avenue Foch, c'est un bien d'État acheté avec de l'argent d'État dans lequel est établie une institution d'État, l'ambassade et le consulat de Guinée équatoriale. Voilà tout ce que la justice française a nié pendant des années. Ajoutons que l'immeuble de l'ambassade, il a été acheté suivant les formes légales devant notaire, que les frais, les droits de transmission, les taxes, etc. ont été payés à l'État français qui ne s'est pas opposé à cet achat. Comment est-ce que tout a commencé? Pas comme les autres affaires des biens mal acquis. Les autres affaires des biens mal acquis, elles ne commencent pas dans les années 2007-2008, comme vous le croyez. Elles commencent à la fin du XXe siècle. Ce sont des affaires privées. Un certain nombre d'ONG survit, accusent la famille de ces chefs d'État, etc., d'avoir acheté des biens mal acquis, et elles tentent de saisir la justice. Mais dans le cas de la Guinée équatoriale, tout commence en 2004. Il y a un coup d'État qui est constitué par des pétroliers britanniques. Il y a le fils de Margaret Thatcher et le milliardaire américain George Soros, le grand déstabilisateur de l'Afrique. Ces gens engagent des mercenaires sud-africains dirigés par un ancien officier du SAS britannique, Simon Mann. Ces gens sont neutralisés et arrêtés sur l'aéroport d'Harare au Zimbabwe alors qu'ils s'apprêtent à attaquer la Guinée équatoriale. Ils sont jugés et lourdement condamnés. En 2006, pour se venger, George Soros lance 2 affaires de biens mal acquis, une aux États-Unis et une en France. Il transmet un dossier américain à son associé français qui s'appelle Maître William Bourdon.
c'est le fondateur de Sherpa et de Transparency International, et c'est comme ça que celle-ci se retrouve dans l'affaire. Le dirigeant de Transparency France, il s'appelle Lebec, c'est le dirigeant d'une multinationale pétrolière qui s'appelle Technip et qui est en contentieux avec Malabo comme par hasard. C'est lui qui dépose plainte. Tout ceci apparaîtra, il n'y a pas de doute, parce que les avocats de la Guinée équatoriale, devant la Cour d'appel en 2018, déposeront les preuves de l'implication de William Bourdon et de Georges Soros. S'en suivront, de 2008 à 2018, 10 années de procès devant le tribunal de première instance de Paris, la Cour d'appel, la Cour de cassation, etc. En 2018, l'affaire est terminée, c'est-à-dire que le vice-président de Guinée équatoriale, malgré son immunité de fonction, est condamné. On confisque les biens et on confisque l'immeuble de l'avenue Foch avec un énorme problème, c'est que ce bien n'appartient pas au vice-président, il appartient à l'État équato-guinéen. En 2020, en août 2020, la France adopte une loi qu'on appelle de spoliation qui vise la Guinée équatoriale et la Syrie longue de Bachar el-Assad. Il décide que les sommes qui étaient confisquées, qui étaient attribuées jusque maintenant au fisc français, étaient attribuées au Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay choisissant des ONG, des associations politiques auxquelles on donne de l'argent. Le Quai d'Orsay va donc choisir des ONG, la Corrède qui est un mouvement d'opposition à la famille Obiang, etc. Et William Bourdon et ses ONG, leur but évidemment, c'est de déstabiliser une nouvelle fois la Guinée équatoriale lors des élections de 2023. Quand la Guinée équatoriale voit ceci, elle intente un nouveau procès. Ce procès n'est pas la suite des biens mal acquis et ce n'est pas une condamnation du vice-président, contrairement à ce que tout le monde raconte. En fait, c'est une procédure qui s'appelle en restitution, qui est intentée par les avocats de l'État équato-guinéen contre l'État français devant la Cour d'appel. Le 9 juin, la Cour d'appel, sans long débat, sans justifier de l'arrêt, l'arrêt étant rendu par le même juge et le même procureur qui avait décidé en 2018 la confiscation de l'immeuble Avenue Foch, décide que la confiscation est définitive. Ce n'est pas un hasard si ça intervient le 9 juin, parce que le vice-président, il séjourne en Belgrade, en Serbie, où il est en train de mener une importante mission diplomatique et géoéconomique. Voilà donc toute l'affaire, mais ça n'a rien à voir avec les autres affaires de biens mal acquis contre les autres pays, puisque ici, c'est un homme d'État. Ajoutons que le vice-président, Théodore Manguier Obiang-Nema, il ne porte pas le même nom que son père, parce qu'en Guinée équatoriale, les noms sont claniques et pas patronymiques. Eh bien, on le présente comme un golden boy, un playboy qui mène la grande vie, comme un gamin, et on l'assimile à des gamins, à des rejetons de présidents africains, notamment Ouéa, qui sont des jeunes footballeurs. Mais c'est un homme de 54 ans, c'est un homme d'État respectable, qui est un des dirigeants de son pays et de son parti, le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Il a pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été reçu en tête-à-tête par Vladimir Poutine à Moscou. Il a été reçu par les généraux de l'armée populaire de libération chinoise. Et au moment où, une fois de plus, la justice française accable son pays, il est à Belgrade en Serbie, où il est en train de mener pour son pays une importante mission diplomatique et géoéconomique. J'en reviendrai plus loin dans cette émission. Voilà donc tout ce qui se passe pendant des années de 2008 jusqu'à 2022. La justice française fait une parodie de justice, une justice néocoloniale. Elle va s'asseoir sur le droit international
elle va mépriser ce pays. Et bien entendu, elle va prendre des décisions qui sont illégales en droit international. Mais la Guinée équatoriale a tracé une ligne rouge. Le président, je termine, le président de Guinée équatoriale a rencontré Macron. Il lui a signifié cette ligne rouge. Cette ligne rouge, c'est qu'on pouvait décider tant qu'on voulait de la confiscation de l'immeuble de la Buffon, mais il n'était pas question d'expulser les diplomates, de vendre le bâtiment et de distribuer l'argent aux ennemis de la Guinée équatoriale. Mais Macron et le Quai d'Orsay n'ont pas entendu la justice, n'ont pas du tout entendu la Guinée équatoriale. Il y a maintenant quelques jours, le vice-président a annoncé la couleur immédiatement que Manu Militari, en exerçant des voies de fait, on attaquerait l'ambassade, son ambassadeur et les diplomates pour les chasser de l'immeuble. Eh bien, l'ambassadeur de France sera mis dans un avion. Ce sera la rupture des relations diplomatiques. Ajoutons que la France s'est piégée elle-même, parce que elle peut essayer de confisquer le bien, mais l'ambassadeur et ses diplomates, ils ont ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Ils ne peuvent pas être victimes de voies de fait de la part de la police française. Ils ne peuvent pas être saisis. Ils ne peuvent pas être frappés. Ils ne peuvent pas être violentés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les sortir par la force publique des locaux de l'ambassade. Et ils m'ont confirmé, évidemment, qu'ils ne quitteraient pas ces locaux. La France est donc piégée. Moi, je crois qu'on va vers la rupture des relations diplomatiques. Encore un mot pour qu'on comprenne tout, c'est que la Guinée équatoriale, à part cet immeuble qui vaut 108 millions d'euros, c'est un immeuble de 3000 mètres carrés, où, contre ce que présente la France, moi je m'y rends souvent, il y a les locaux de l'ambassade, les consulats, la résidence de l'ambassadeur, et il y a véritablement le travail d'une ambassade, mais la Guinée équatoriale n'a pas d'intérêt économique en France. Mais les Français, ils ont des gros intérêts économiques en Guinée équatoriale. Le groupe Total dans le domaine du pétrole, le groupe Accor dans le domaine du tourisme qui est une des grandes activités du pays, et enfin la Société Générale dans le domaine bancaire. Macron et le Quai d'Orsay risquent évidemment que la Guinée équatoriale s'en prenne aux biens français. On sait qu'il y aura des mesures de rétorsion. Ajoutons, ce sera ma chute, que la France n'a pas écouté un avertissement l'année passée. L'année passée, le Quai d'Orsay et la Corrède, donc ce petit mouvement maraboutisé par les services secrets français et espagnols d'opposition, a monté un complot contre le vice-président. Ce complot a été mené en Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne a décidé des sanctions et une interdiction de visite, de séjour du président en Grande-Bretagne. Immédiatement, la Guinée équatoriale a rompu les relations diplomatiques. Les Français n'ont pas compris l'avertissement. Il est temps aujourd'hui qu'ils payent pour toute leur turpitude. À vous, Luc Michel, en multiplex sur ce débat, sur ce plateau du débat panafricain. Alors, nous revenons sur ce plateau, ici en studio, avec vous, Maître Momo. Alors, on a suivi Luc Michel tout à l'heure, ce fut une parodie de procès, une forfaiture. Est-ce que jusqu'où peut aller la France dans sa détermination aujourd'hui à ne pas respecter la souveraineté de la Guinée équatoriale, puisqu'il s'agit vraiment du local qui abrite l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. On sait que l'ambassade, c'est le pays même. Alors, la France va aller jusqu'au bout. C'est pour cela que nous demandons à la Guinée équatoriale d'anticiper, de ne pas seulement tweeter. Mais le drame des Africains, c'est de continuer à attendre, voir ce que la France va faire. Mais de 2007 à 2022, la France a fait la même chose. C'est-à-dire, aucune juridiction, aucun degré de juridiction n'est revenu sur la décision du 27 octobre 2017. Donc, attendre que des événements se passent pour que la Guinée équatoriale prenne ses responsabilités,
c'est encore une autre honte pour l'Afrique. Mais au Mali, on n'a pas attendu. On a demandé à l'ambassadeur de France de foutre le camp. Mais il est à Paris, il est rentré chez lui en France. Le Mali a continué à vivre. Ce qui va se passer, c'est au contraire, il faut éviter la honte. Que l'ambassadeur ne soit conduit avec tout le personnel diplomatique de la Guinée équatoriale sur l'immeuble. L'immeuble, c'est le principal sur le plan juridique. C'est-à-dire, l'immeuble d'Afrique Média où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est le principal. Nous, les êtres humains, nous ne sommes que des accessoires. Tout à fait. Donc, si l'immeuble, on n'a pas respecté la convention de Vienne, attaché aux missions diplomatiques et aux missions consulaires, à plus forte raison, les immunités diplomatiques qui accompagnent les êtres humains. Nous continuons à dire à la Guinée équatoriale, il est tard. Prenez vos responsabilités en main. L'Afrique de demain, mais monsieur Ndong, vous l'avez dit tantôt, que la génération qui arrive, elle va pas aller du dos de la cuillère comme nous. Ils vont aller très rapidement parce qu'on n'a plus de temps à perdre. L'Afrique, avec la colonisation, avec l'esclavage, avec l'impérialisme et le néocolonialisme, l'Afrique a perdu trop de temps dans le processus de développement des États et le processus même de développement de la conscience humaine. C'est pour cela que nous disons, à l'heure actuelle, les Africains sont en train de vivre le dernier combat. Et nous n'avons plus, il n'y a plus de disque dur où nous allons renvoyer certains de nos actes à poser. Il faut le faire immédiatement. Je continue à dire que si on est allé jusqu'en cassation et que la cassation française dit que cet immeuble désormais est saisi, mais laissez le droit de côté. La France a réussi sur le plan de droit à happer un bien de la Guinée équatoriale en plein jour. Cela ne s'est pas fait de nuit et cela date de plus de 15 ans. C'est quand même de 2008 à 2022. Cela veut dire que ça a duré. La France a suivi le même processus. Souvent, ils ont reconduit les mêmes juges et les mêmes procureurs. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un certain suivisme. Et il y a un respect de la justice, c'est-à-dire de la justice française, qui ne doit pas se dédier, qui ne doit pas aller à l'encontre de ses propres décisions. Donc nous disons, sur le plateau d'Afrique Média, qu'il est incongru pour la Guinée équatoriale d'attendre ce que la France va faire. Mais elle va faire ce qu'elle a continué à faire de 2008 à 2022. Mais c'est assez simple. Et la génération africaine de demain, on n'a pas de temps à perdre. La Guinée équatoriale, nous n'avons pas besoin des intérêts. Mais si une société comme Orange a eu l'outrecuidance et le toupet de saisir un aéronef de la République de Guinée équatoriale, à plus forte raison, les ONG de l'État français qui a un bien de la République de Guinée équatoriale avec l'aide, la participation et la conspiration de la justice française. Il est inadmissible que les Équatoriens qu'en Guinée équatoriale aujourd'hui, on pense que la France peut changer. La France n'a jamais changé de comportement. De la colonisation à nos jours. Et le comportement de la France, peut-être, elle a eu le toupet de le changer ailleurs. Mais s'agissant de l'Afrique, et M. Ndom l'a dit, que nous ne sommes plus à l'époque de Foccart. Et ce sont les Africains qui doivent dire à la France que nous ne sommes plus à l'époque de Foccart, où on définissait la politique africaine dans une cellule qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. Sur le plan de droit, la cellule est privative de liberté. Vous n'avez rien à voir dans une cellule. Donc, la Guinée équatoriale doit prendre des mesures adéquates à l'heure actuelle. Et elle-même ne pas attendre. Elle peut même rappeler son ambassadeur en France. C'est une mesure de rétorsion sur le plan de droit international. Elle peut rappeler son ambassadeur en consultation en République de Guinée équatoriale très élégamment et peut même l'affecter, le nommer plénipotentiaire de la Guinée équatoriale ailleurs et qu'on leur laisse. La Guinée équatoriale dit de toutes les façons, je n'ai plus de mission diplomatique chez vous et vous n'aurez plus de mission diplomatique chez moi. Et ça sera pas une façon aussi très facile de laisser cet immeuble entre les mains de la France. Mais l'immeuble, à l'heure où nous sommes, monsieur, il faut comprendre, sur le plan de droit, la Guinée équatoriale a perdu la propriété de l'immeuble. Sur le plan de droit. Et j'ai dit, l'immeuble, c'est le principal en matière de biens. Les autres, les meubles sont des accessoires. Donc, à l'heure où nous parlons, avec toutes ces juridictions, avec toutes les décisions qui sortaient de ces juridictions, même sur le plan international, la décision de la Cour internationale de justice, la CIJ, la Guinée équatoriale a perdu cet immeuble. Et elle doit oublier cet immeuble. Elle ne doit pas attendre une autre humiliation
il faut rappeler l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris, en Guinée équatoriale, abandonner le personnel qui se trouve à ce niveau, et la Guinée équatoriale peut prendre d'autres dispositions en disant peut-être son ambassadeur en poste en République en Allemagne qu'il assure tout ce que l'ambassade à Paris avait à faire, et que les Équato-Guinéens qui sont en France, s'ils ont besoin des documents de l'État, ils voyagent pour aller en Allemagne le faire. Cela se fait sur le plan diplomatique. Il n'y a plus des œufs sur lesquels on doit marcher, M. Mouchili. Je suis désolé. La Guinée équatoriale a perdu cet immeuble. Et au jour d'aujourd'hui, la France, c'est d'autant plus grave que même sur le plan juridique, la France ne peut plus donner la propriété de cet immeuble à la Guinée équatoriale. Je dis même sur le plan juridique. Parce que la décision, toutes les décisions, on doit ramener à la conservation foncière. Et leur dit, écoutez, c'est un immeuble qui n'appartient plus. Un certificat de propriété de cet immeuble ne peut plus sortir au nom de la République de Guinée équatoriale. Nous sommes quand même en droit, nous savons de quoi il est question. Ce n'est pas une affaire où on dit au tribunal, oh, vous avez perdu le procès et c'est terminé. Non, après le tribunal, il y a des actes administratifs palpables qui se font. Si la Guinée équatoriale va à la conservation au 16e arrondissement, demander un certificat de propriété sur cet immeuble, on va vous dire, en vertu de telle décision, l'immeuble appartenait précédemment à la République de Guinée équatoriale. Mais en vertu de telle décision, l'immeuble ne vous appartient pas. Et par voie de conséquence, on ne peut pas vous délivrer un certificat de propriété. C'est pour cela que nous disons que la Guinée équatoriale ne doit pas attendre que cette honte arrive, parce qu'elle arrivera. Ce que la France a commencé à faire en 2007, elle continuera à le faire, c'est-à-dire expulser. D'ailleurs, tout ce qui était dans cet immeuble comme meuble a été vendu. Et les montres Rolex, et des biens de grande valeur, et des véhicules, tous ont déjà été vendus aux enchères. Cela veut dire qu'il ne reste plus que cet immeuble. Donc, la Guinée équatoriale doit prendre des dispositions adéquates. Parce que au 21e siècle, on ne doit pas attendre qu'un certain nombre d'événements arrivent. Et n'oubliez pas un autre point, M. Ndom, mais n'oubliez pas que toutes ces décisions ne peuvent pas changer, parce que au niveau de la France, on veut embrigader comment on appelle, le bulletin numéro 3, l'extrait de casier judiciaire de Théodonie, du vice-président, ou bien Mangué de Obiang. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour les prochaines consultations électorales, vous allez entendre comment les médias mainstream français vont continuer. Ils vont vous dire, si le vice-président se porte candidat à la présidentielle de 2023, ils vont vous dire qu'il y a un prisonnier qui est candidat à la présidentielle en Guinée équatoriale. Ce sont les enjeux de cette affaire. Et donc, la Guinée équatoriale a perdu beaucoup de temps. Elle a perdu beaucoup de temps. Elle devait lire pendant le cours de ces procès un certain nombre d'événements qui sont arrivés. N'oubliez pas le coup d'état de la Saint-Sylvestre 2017. Et dont le but était d'effacer cette famille, c'est-à-dire d'effacer le chef de l'État, d'effacer le vice-président qui a en coutume de passer la Saint-Sylvestre en famille au village à Mongomo. Tout à fait. Ce sont des événements qu'il faut prendre. Et la Guinée équatoriale doit comprendre que aujourd'hui, son ennemi déclaré, ce ne sont pas les pays voisins, c'est la France qui, à tout prix, veut revenir en Guinée équatoriale. Bon, c'est vrai, l'Espagne, elle a tenté avec le coup d'État pour revenir sur les champs gaziers et pétroliers. Et ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré, mais n'oubliez pas, eux, ils gardent l'un des plus grands ennemis du développement de la Guinée équatoriale, c'est Velimoto, qui a demandé que la Guinée équatoriale soit recolonisée. Au 21e siècle, il y a un Équato-Guinéen qui a demandé qu'il souhaiterait que la Guinée équatoriale soit recolonisée. Parce que depuis qu'il est en exil, il ne sait pas qu'entre-temps, la Guinée équatoriale est devenue un Eldorado en matière infrastructurelle et en matière des actes qui concourent au bien-être des citoyens. Donc nous pensons, M. Mouchili, qu'il est temps pour la République de Guinée équatoriale de commencer à prendre des mesures adéquates. Des mesures adéquates, c'est d'abord éviter à l'Afrique la honte, parce que c'est ce qu'on recherche à Paris. C'est ce que la France recherche, l'humiliation à l'international. Mais oui, mais s'ils ont réussi à vendre, à happer, à voler les biens de la République de Guinée équatoriale et de vendre, vous pensez à un moment donné qu'ils auront de la mansuétude pour le moral et pour comment on appelle ça,
ils auront le moral pour l'honneur et la considération des Équato-Guinéens? Non. Mais non. Surtout que cet ambassadeur, l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, à des moments a eu à leur dire lui aussi la vérité. Il a dit, mais vous ne pouvez pas faire ça à la Guinée équatoriale. Ils savent que c'est celui qui pose des actes pour le compte et pour le bien de la Guinée équatoriale. Donc, celui-là, il n'est pas le bienvenu à leur côté. Parce que eux, ils ont besoin des hommes qui doivent les accompagner dans le processus de déstabilisation de la Guinée équatoriale et même de destruction totale de la Guinée équatoriale pour reconstruire. Je pense que nous sommes à un moment en Afrique, un moment crucial en Afrique où les Africains doivent se lever comme un seul homme. Monsieur Ndom l'a dit tout à l'heure, l'heure de l'action a sonné en Afrique. Et l'action, ce n'est pas seulement au bas de la pyramide. Même au niveau du sommet de l'État, on doit sentir que l'action en Afrique a été engagée. Nous saluons une fois de plus la République centrafricaine et le Mali. Parce que pour le moment, ce sont deux pays phares. Comment est-ce qu'on peut donner la considération en France, au Qatar et ne pas donner en Guinée équatoriale? Mais actuellement, le championnat de football de France, c'est le championnat qatari de France. Il faut le dire. J'ai dit c'est le championnat qatari de France. Vous avez parlé d'Abramovich à un moment donné. On aurait pu dire que le championnat anglais, c'est le championnat russe d'Angleterre. Mais pourquoi pas un Africain? Vous voyez qu'il y a du racisme dans cette histoire. Et quand il y a du racisme, vous voulez qu'on rassemble des œufs et qu'on essaye de prendre la France avec beaucoup de manières. Quelle manière? Ils n'ont pas de manière vis-à-vis de vous. Et en diplomatie, c'est la réciprocité. Je dis bien la réciprocité. Regardez, un conflit se déclenche entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Mais il y a échangé des prisonniers entre les États-Unis et la Russie. Mais vous ne comprenez pas que le monde obéit à des lois qui n'ont pas été dites? Monsieur Ndom, mais comment? J'ai dit, la Fédération de Russie est engagée dans une mission spéciale en Ukraine. Mais il y a échangé des prisonniers entre la Fédération de Russie et les États-Unis. C'est pour dire quoi? Que si un pays est bête, vous n'aurez qu'à pleurer, vous n'aurez qu'à pleurer. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des Zelensky en République de Guinée équatoriale. On doit pouvoir agir en République de Guinée équatoriale et faire comprendre à la France que nous, on est capable de menacer tes intérêts, puisque tu as menacé les nôtres au mépris des conventions du droit international qui ont été signées par la République de Guinée équatoriale et par la France. Nous pensons que le droit est déjà de côté. Maintenant, c'est l'action qui vaut la peine. C'est l'action qui vaut la peine. C'est donc votre avis sur ce plateau, maître Momo. Alors, Parfait Ndom, j'ai bien envie aussi de vous écouter sur la question. Et je vous pose aussi, est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment que la France est déterminée, va rester constante? Et dites-nous un peu, que peut aussi la Guinée équatoriale à l'heure qu'elle est? Je pense que l'opération militaire spéciale que la Russie mène au niveau de l'Ukraine nous a ouvert les yeux. Comment ça? Ah oui, nous a montré que la prétendue puissance, la force de certains pays occidentaux n'était que... C'était un leurre. Ces gars, ils ne sont forts que parce que nous considérons qu'ils sont forts. Oui. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont aussi tributaires d'un certain nombre d'éléments et de facteurs qui les échappent totalement. Mais qui lui cru par exemple que toutes les céréales qu'on vous vend là, à partir des centres d'achat qui sont basés soit en Suisse, soit en France, je ne sais pas où, en réalité proviennent de l'Ukraine et de la Russie. Ce n'est pas leurs céréales. Mais eux nous vendent ce truc-là avec des prix exorbitants. Cette guerre-là nous a montré la réalité. Les engrais, même chose. Voilà, tous ils tremblent. Je ne parle même pas des hydrocarbures et des énergies fossiles, les sont. Mais uniquement pour manger. Eux aussi, ils sont dépendants des autres. Mais ils ont fait croire que tout ce que nous vendons là, et on a eu des hommes d'affaires qui sont spécialisés dans cette affaire-là, d'aller acheter en Suisse et venir revendre comme si c'est ces gens-là qui produisaient ça. Non, c'est faux. Donc nous, aujourd'hui, les États africains, malgré leur caractère encore faible, du point de vue que c'est des petits bantoustans, excusez-moi le terme, mais c'est ça qui est la réalité sur le plan géopolitique, ils ont plus de coups de franche aujourd'hui pour pouvoir agir, sans demander l'autorisation des autres là. Comme la France se comporte comme un État voyou, qui ne respecte pas les principes élémentaires du droit international, je dis à la Guinée équatoriale, n'ayez pas peur de hurler avec les loups. C'est tout. Soyez aussi capable de hurler avec les loups. De toute façon, le Mali vient de démontrer, non? Mais comment?
Il y a quoi? Mais quelle est cette histoire-là? On ne va pas éternellement faire de la diplomatie face à des gens qui ont déjà tourné la page de la diplomatie. Tout ce que Maître vous rappelle là, sur le plan juridique, cet immeuble ne nous appartient plus. Oui. J'ai posé une question. Je serais curieux quand même. Je vais être attentif là-dessus. L'acquéreur de cet immeuble, c'est lui qui m'intéresse. Oui. Et peut-être que là, on va comprendre les dessous de cartes, de tables de cette affaire dans le fond. Parce que cet immeuble-là aussi posait un problème de point de vue de l'honneur, du point de vue de la dignité. Pourquoi c'est les nègres qui ont un truc comme ça en plein Paris? Mais eux, quand ils ont des acquisitions... il faut le dire. Oui, quand ils ont des acquisitions chez nous, c'est normal. Bon, malheureusement pour la France, dans le cas des pays francophones, on ne voit pas beaucoup les réalisations. Hein. Ils n'ont absolument rien. Oui. Même les caraboutes, ils n'ont pas. Bon, ça c'est autre chose. Bon, donc je pense sincèrement que nous sommes là face à une nouvelle donne sur le plan politique. Et moi je dis, cela doit nous amener à réfléchir profondément sur l'Afrique que nous devons léguer à nos enfants demain. Et c'est pour ça que moi je reviens avec cette demande, cette quête, ce cri. Je dis, il nous faut les États-Unis d'Afrique. Il nous faut la Fédération des États-Unis d'Afrique tout de suite et maintenant. Parce qu'une décision comme celle-là, si on avait des États souverains, réellement souverains, ne serait-ce que dans l'Afrique dite francophone, on dit à la France, si vous tentez d'opérer ce truc-là, on appelle tous nos diplomates. Rupture totale de relations avec vous. Oui. Parce qu'on ne peut plus continuer de l'accepter. Oui. On ne peut pas l'accepter. Mais comment on appelle ces gens-là? Ce sont des pirates. C'est du piratage. Oui. Hein? C'est des flibustiers, ce sont des bandits, c'est des brigands qui déchirent eux-mêmes des accords et des lois qu'ils ont signés et qui brandissent au monde la France des droits de l'homme, oui, des libertés, de tout ce que vous voulez. Voilà la réalité. Donc moi je pense sincèrement que la Guinée équatoriale, je suis d'accord avec, mais elle ne doit pas attendre. Elle doit prendre les devants. Elle doit anticiper parce que ces gens-là, ils ne varient pas. Et ma question est de savoir, est-ce que la Guinée équatoriale a les moyens de... Mais qu'est-ce que vous appelez... Le premier moyen, c'est la volonté politique. D'accord. Ils ont cette volonté politique. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Tout à fait. Je pense que les atermoiements, si on peut les appeler ici la Guinée équatoriale, ils se disaient, à un moment donné, ils pensent que la France finira par entendre raison et comprendre qu'ils sont dans une direction qui va causer des dégâts dans des relations diplomatiques et bilatérales entre la France et la Guinée équatoriale. Mais la France, elle n'a pas varié dans son attitude. Elle continue. Elle continue de foncer tout droit. Et là, elle est sur le point de liquider cette affaire-là en mettant dehors l'ambassadeur de Guinée équatoriale avec tout le personnel diplomatique de Guinée équatoriale, puisque l'immeuble ne lui appartient plus. On vous dit que certains biens meubles qui étaient dans l'immeuble ont déjà été vendus aux enchères. Mais c'est très grave. C'est déjà vendu. C'est très grave. C'est une violation incroyable, n'est-ce pas, du droit international et de la propriété privée d'un État tiers. La France a poussé le bouchon jusqu'à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Quand on nous dit que la Guinée équatoriale, est-ce que l'Allemagne... Ils ont éminemment des moyens. Ils ont des moyens de rétorsion pour dire à la Guinée équatoriale que ça suffit, à la France, ça suffit. Parce que sinon, c'est la même question qu'on aurait dû poser aux Maliens. Est-ce que le Mali a les moyens? C'est ce que je vous dis, que cette guerre-là, cette opération militaire spéciale en Ukraine, nous montre que les monstres, ce sont des géants au pied d'argile. Ils ne veulent absolument rien. Tout le monde fait le suicide à distance. Si vous franchissez la ligne rouge, vous allez voir ce qui va se faire. Poutine a franchi, ils ne font toujours rien. Ils sont toujours en train de faire le bruit, n'est-ce pas? Mais venez donc faire la guerre en Ukraine si vous êtes fort comme vous le prétendez, là on verra. Mais ils n'ont pas d'autre choix que... Je vous ai donné quelques petits éléments, mais c'est encore plus grave que ça. Ils seront obligés de négocier. D'abord, ils sont... Le trio Majesty, là, qui était voir Zelensky, là, c'était pour dire que mon papa, il faut arrêter les dégâts, il faut négocier, on n'a plus le choix. Ils sont obligés de négocier. Parce que c'est que vous ne savez pas. Admettons, même avec le bruit qu'ils font là, et c'est là où je vous dis que nous avons le pouvoir. C'est l'Afrique qui n'a pas encore conscience du pouvoir réellement que nous avons. C'est ça. C'est ça le problème. Quand je vous parle de l'unité politique, ce n'est pas pour que les gens perdent leur pouvoir, mais pour que nous devons encore plus puissants et pour pouvoir résister à ces gens-là. Regardez quand les gens la bavardent, ils disent que bon, ils vont faire une procédure spéciale pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Mais la France, les premiers dégâts au niveau de la France,
c'est son agriculture qui va complètement disparaître. Vous pensez que la France peut prendre ce risque-là? Donc c'est le bruit. Ils tapent la bouche. Les gens nous disaient qu'ils sont seulement forts pour bavarder. Ils entubent les gens avec des promesses fallacieuses qui n'arriveront jamais. En politique, il y a deux éléments. Il y a la force et il y a la ruse. Le lion et le renard. Si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le gars là, il ne va plus reculer, mais faites aussi parler la force. Terminé. Il n'y a plus question de ruser là. Là, il n'y a plus de ruse là. Donc la diplomatie là, elle est hors jeu dans l'affaire là. Elle est hors jeu. Au contraire. Ce que Paris tente maintenant de faire, c'est de dire à Guinée côté, vous-même, voilà, on qui arrive là, vous êtes prêt à l'assumer. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à l'assumer, donnez-nous ceci, donnez-nous cela, donnez-nous cela. Donc ça devient plutôt un moyen de pression. Cette affaire devient un moyen de pression maintenant entre les mains de Paris contre la Guinée équatoriale. Oui. Il ne faut pas accepter qu'il y a ce chantage qui perdure. Il faut couper ce bras-là pour dire à la France, faites ce que vous voulez faire maintenant, nous n'allons pas accepter davantage ce chantage. C'est ce que le Mali a fait. Oui. Et vous voyez comment le Mali continue à voir. Elle ne regarde ni à gauche et à droite, elle est en accord avec son peuple, on le voit très bien, et elle avance. Elle avance malgré les difficultés qui sont inhérentes à toute vie humaine. Quand vous êtes dans la vie, ne vous dites pas que tout sera rose, que la vie est un long fleuve tranquille. Non, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de difficulté, on s'accroche et on continue. Les États, la vie des États est similaire à la vie des êtres humains. On ne crée rien de nouveau. Même cette opération militaire russe-là, elle crée des problèmes à la Russie, mais elle avance. Elle avance en confiance, d'autant plus qu'elle est dans son droit et elle a la justice et la vérité avec elle. C'est ça. Oh, les Africains, là, aujourd'hui, là, nous avons 1000 raisons. 1000 raisons d'aller dans le sens de la réappropriation de notre souveraineté. Pourquoi nos dirigeants tremblent? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils hésitent? Au contraire, prendre une décision pareille, aujourd'hui, va encore renforcer le soft power de la Guinée équatoriale. On verra bien que c'est un pays qui est déterminé. Oui. Elle veut aller, elle est prête à assumer, n'est-ce pas, à prendre toutes les responsabilités qui sont les siennes pour justement faire de son pays un pays craint. Parce que vous croyez que ces gens, ils n'ont pas peur de nous, pourquoi? Ils créent une menace nazie qu'on appelle le franc CFA. Ils l'imposent à tout le monde. Et tout le monde est là, on court à gauche, à droite, on dit la banque centrale, machin truc. Un président africain vient même dire que non, lui, il a été président de la BCAO pendant longtemps, il n'a jamais vu un blanc dans les couloirs. Quand ils font dans le faux, et comme Macron, on revient quand on nous dit que bon, mais cette fois-ci, il n'y aura plus de blancs dans les... Vous voyez comment on prend les enfants? C'est du bébéisme, mais nous sommes pires que les enfants aux yeux de ces gens-là. Donc il faut commencer à le dire. Je vous ai dit que nous sommes une génération qui a hérité de ce complexe de nos parents. Nous essayons de corriger le tir pour dire aux sages que à ces gens que non, c'est terminé. Mais nos enfants qui arrivent là, eux, ils seront d'une violence incroyable parce qu'ils voient quand même la misère qui est la nôtre, alors que nous sommes comme les enfants dont les poches sont bourrées de diamants et qui sont complètement affamés. Il faut arrêter avec cette affaire-là. Donc je pense sincèrement, aujourd'hui, avec l'annonce du président Théodorin, si le vice-président Théodorin Manguin, si je pouvais dire quelque chose, je dis, président, ne vous limitez pas là. Ne vous limitez pas là. Cassez cette affaire-là et tournons la page, on passe à autre chose. C'est déjà acté que la France a fait même basse sur cet immeuble avec tous les biens qui sont autour. On a compris. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. On dit à la France, ok, dans ce bras de fer-là, on verra qui serait le grand perdant. C'est vous qui êtes à la quête, n'est-ce pas, des marchés chez nous. C'est vous qui voulez installer vos entreprises chez nous. C'est vous qui voulez continuer à maintenir ce niveau de vie où même les gens qui sont à la maison, les chômeurs qui ne font rien, ils sont payés. Pour avoir ce standard, ce niveau de vie, il faut continuer à piller de manière éhontée ici chez nous, avec le rapatriement des bénéfices à 100%. On verra comment vous allez continuer à avoir, n'est-ce pas, des possibilités d'avoir ces marges de manœuvre exceptionnelles, j'allais dire uniques au monde, que vous avez eu chez nous. Et ça, j'en appelle encore, je sors par là, mon jeune prince, j'en appelle encore à la solidarité africaine. À la solidarité des pays, au moins ceux qui sont dans ce franc CFA. Faites quelque chose. Les peuples en ont marre d'attendre. Arrêtez avec cette monnaie nazie, ça va être le coup de massue
sur la tête de la France. Les coups d'État quand on nous dit que si tu bouges comme ça, on va faire un coup d'État contre vous. Mais le peuple va vous accueillir. C'est tout. Vous irez, même si vous êtes mort, votre nom sera en lettres dans le panthéon du panafricanisme. Nous avons besoin de ça. Et nous, les peuples, nous verrons comment les gens là vont venir vous tuer parce que vous avez mis fin à une monnaie nazie qu'eux-mêmes ont recusé chez eux. Oui. Mais évidemment, grâce au sang des Africains, parce que même eux, ils étaient plutôt des collabos. C'était des collabos pour la plupart. C'est la vérité. Donc c'est ce que nous disons à nos dirigeants. N'attendez plus demain, c'est le moment de le faire. Donc, une fois de plus, soutien total à la République de Guinée équatoriale, soutien total au vice-président Théodore Manguin. Je bats en brèche des remarques bien que j'aurais pu lui faire concernant un certain nombre d'actes passés. Ce n'est pas ça qui est important. Le truc important aujourd'hui, c'est dit, nous devons former un barrage contre la prétention de Paris de continuer à régenter la vie de nos États. Ça, c'est terminé. Ce truc de Foucault, de Mesmer, je ne sais pas, c'est fini. Nous voulons de bonnes relations d'État en État. Et cela, il faut que chaque parti respecte l'autre au lieu de continuer à empiéter dans la vie de nos nations, de nous diriger par le biais de cette monnaie nazie qui oriente même nos prétentions économiques à vouloir nous développer nous-mêmes, mais surtout qui sont comme des espèces d'espions qui essaient de savoir dans quelle orientation économique nous voulons prendre pour sortir nos pays de cette pauvreté endémique dans laquelle ils nous ont enfoncés. Merci beaucoup, Parfait d'Homme. Merci beaucoup. Merci énormément. Alors, Samuel Dieudonné Yumbi, dites-nous un peu. Alors, vous venez d'écouter Maître Momo, vous venez également d'écouter Parfait d'Homme. Est-ce que vous êtes pour ce discours de la rupture? Parfait d'Homme a même évoqué la solidarité africaine qui ne répond pas toujours à l'appel. Alors, comment faire aujourd'hui pour que l'Afrique puisse vraiment profiter de tout ce que le monde aujourd'hui offre comme opportunité? Déjà, je veux dire, quelque part, comparaison n'est pas raison. Le Mali, c'est un cas à part. Et la Guinée équatoriale, c'est un autre cas à part. Et je vais dire, aujourd'hui, la Guinée équatoriale risque d'être plus violente que le Mali. Parce que là où nous nous trouvons aujourd'hui face à la France a vendu un immeuble appartenant à un gouvernement, à un État. Et aujourd'hui, les employés, l'ambassadeur qui y vit, qui y habite, ils sont encore là-bas et ils travaillent encore là-bas. Un maître Momo. La Guinée équatoriale attend quoi aujourd'hui? L'expulsion, comme nous attendons, militairement, comme ils ont dit, pour les embarquer et leur dire, vous êtes dehors, on ferme le bâtiment. En ce moment, la Guinée équatoriale, vous aurez la réaction qui ne serait plus seulement de la Guinée équatoriale, qui serait panafricaine. Parce que cette humiliation, nous n'allons pas l'accepter. Et ça va donner la possibilité que pour 120 millions d'euros, nous disons à la France, pour de bon, l'Afrique, la CEMAC particulièrement, vous n'aurez plus place. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de se retirer tout seul de la zone CEMAC et de l'Afrique en particulier, de son point carré. La France tout seul est en train de se retirer, tout seul. Et quelque part, la France aussi est en train de rendre victime la jeunesse française. Parce que la jeunesse française aujourd'hui, elle se retrouve dans un embroglio que les hommes d'État français, dans leur machiavélisme qu'ils ont toujours eu vis-à-vis des pays africains depuis près de 6 décennies de cette indépendance par population que nous avons eue et que l'opinion française n'a jamais compris le fondement de la chose, aujourd'hui se réveille. Il se pose la question, c'est cette Afrique-là que nous connaissions dans le passé ou c'est un nouveau Afrique qui est en train de se présenter devant nous avec les arguments et avec la détermination et une séparation qui est en train de se faire entre les Africains et la France, tel que nous disons, les Africains, ce sont des animaux tels qu'on nous a présentés, mais ce sont ces mêmes Africains qui nous interpellent, nous maintenant, comme des bushman. Que nous sommes moins que rien. S'ils ferment les portes, c'est nous les Européens qui allons mourir. Donc aujourd'hui, la France est en train de mettre en péril, en danger, la jeunesse française. Cette future génération qui demain devait avoir l'aimabilité de voyager
comme bon le veut, pour venir partout où elle veut en Afrique. Mais aujourd'hui, la France radicalise plutôt la jeunesse africaine qui, quelque part, comme le disait le compatriote ici, que cette jeunesse-là, c'est celle qui passera à l'action. Et ceux qui passera à l'action, nous sommes cette jeunesse-là. Ce n'est pas ceux qui sont derrière nous, c'est nous. C'est nous qui allons passer à l'action. C'est nous qui sommes ici sur le plateau. C'est nous qui vivons cette géopolitique stratégique-là. C'est nous qui voyons ce qui se passe. Donc c'est nous qui passerons à l'action parce que nous vivons ça au quotidien et nous sommes prêts. Ce n'est pas les jeunes, nos jeunes qui sont encore à la maison parce que nous avons des comptes à rendre à nos grands-parents qui nous ont légué le débat que nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est nous aujourd'hui qui sommes ceux-là qui vont passer à l'action. Donc tout ce que nous pourrons voir aujourd'hui que la France est en train de faire, nous prenons sur les pincettes parce que nous ne voulons pas être ceux-là qui sont les vats en guerre. Nous ne voulons pas être ceux-là qui vont prendre les premières décisions. Non, nous voulons bien voir avec le témoignage de l'opinion internationale, de l'opinion africaine, qui va nous permettre, nous encore, d'avoir plus d'arguments dans ces sorties de tunnel, en ce début du 21e siècle, pour avoir plus d'arguments pour bien édifier la jeunesse qui nous suit, de comprendre pourquoi nous prenons ce genre de décision. Donc nous attendons tout simplement, là aujourd'hui, que la France tente, comme elle a souvent dit, que les pays africains sont ceux-là qu'on peut manipuler comme on veut, dans sa mythomanie. La France, quand elle essayera de mettre ses diplomates hors de ces bâtiments, les peuples français, au témoignage de l'opinion internationale et de l'opinion française et de l'opinion africaine, vous allez voir la réaction. Nous savons que aujourd'hui, cette même France, nous avons compris que la France nous avait pris, c'est le compagnon qui l'a dit, il y a un langage ici en Afrique qu'on parle souvent Sissia. Sissia, ça veut dire quoi pour que les jeunes panafricains qui nous écoutent? C'est que deux jeunes qui sont debout, l'autre dit je vais te taper, je suis plus fort que toi. À la fin, il parlait et même s'il y a bagarre même, celui qui disait qu'il est plus fort, quand on donne le premier coup de on se le coup de poing, il fuit. On se rend compte que c'est lui qui prend qui démarre pour partir. Nous avions vu ce que la France a fait comme sanction contre le Mali. Mais à la dernière réunion, la France a compris que si la CEDEAO, qui était manipulée par elle, organisait une deuxième sanction, le pire pouvait arriver, elle s'est rétractée. Nous avions vu qu'aujourd'hui, ce que la France est en train de parler, nous prenons ça comme si c'était une sanction contre la Guinée équatoriale. Nous attendons voir le pire qu'elle met tous ces diplomates dehors, nous allons voir. Nous avons vu ce que la France aussi, qui était le premier bat en guerre contre les sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, c'est même France qui dit, non, reculons-nous un peu. Mais aujourd'hui, nous sommes plutôt très fiers et très contents que la France, la jeunesse française est victime du comportement arrogant de la politique française en Afrique. Et les Africains aujourd'hui sont heureux dans ce 21e siècle de bénéficier de toutes ces erreurs, de tout cet égocentrisme que la France a toujours mis avec son arrogance en Afrique en ce 21e siècle, de bénéficier l'engouement de la majesté, de l'émancipation et de la maturité de la jeunesse africaine aujourd'hui, qui vient ici nous renforcer, d'être en phase maintenant avec la projection que nous avions d'une Afrique libre. Et aujourd'hui, nous sommes que tout fiers de savoir que les décisions, comme vous avez si bien dit, qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale, elle est en phase avec elle-même, elle ne doit rien à personne. Mais les décisions que la France va tenir, qu'elle essaie d'expulser ses diplomates, les réponses viendront de l'Afrique aussi et de la Guinée. Et nous savons bien que le vice-président, il a cette détermination de dire la Guinée équatoriale n'est pas la chasse gardée de la France et d'aucun pays. Samuel Dieudonné Youmbir, merci beaucoup. Alors, Luc Michel, si vous êtes toujours en ligne avec nous, nous allons sortir de ce sujet avec vous. Vous avez pratiquement suivi tous les panélistes sur ce plateau avec leur prise de position et ce qu'ils pensent de l'issue de cette affaire. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir aujourd'hui après ce bras de fer pratiquement ouvert entre Malabo et Paris? Pour vous, quels sont les grands renseignements à tirer de cette affaire de biens mal acquis qui prend pratiquement une autre tournure aujourd'hui?
Écoutez, je pense simplement qu'il n'y a rien à attendre de la France. Les tribunaux français sont des tribunaux aux ordres. C'est une justice néocoloniale dans le cas des affaires des biens mal acquis. Les gens qui ont mené le raid contre la Guinée équatoriale, ce sont les gens qui ont mené un raid similaire contre le gouverneur de la Banque du Liban. Et dans tous ces cas, on vous parle de droits de l'homme, de bonne gouvernance, de restitution des biens volés, etc. Mais le but, dans le cas de la Guinée équatoriale, c'est déstabiliser un État. Et dans le cas du Liban, qui est mené par les mêmes, c'est-à-dire Transparency Sherpa et M. William Bourdon et Georges Soros, il s'agit de faire sauter la monnaie libanaise. Ces gens sont des malfrats internationaux. Il n'y a rien à attendre de bien. C'est ce que d'ailleurs l'affaire ukrainienne est en train de démontrer. On nous raconte que le système mondial était basé sur la propriété privée, était basé sur les contrats, était basé sur le respect des obligations. On vole l'argent, on détourne, etc. Et puis, quand les Russes prennent des contre-mesures de rétorsion, on les accuse de ne pas respecter les règles du jeu. Il n'y a rien à attendre des Occidentaux. C'est l'empire non seulement du mensonge, mais c'est l'empire de la malhonnêteté. Et ce n'est pas un hasard si au même moment, l'affaire de la Guinée équatoriale est en train de surgir au moment où est l'affaire de la Russie. Dans les deux cas, c'est la même chose. On est avec des malfrats internationaux. Ronald Reagan disait en 1980 que les ennemis de l'Occident, c'était l'axe du mal. Il parlait d'États voyous. Mais les dirigeants voyous des États voyous, par exemple, c'est la France ou les États-Unis. Merci, on a été coupé. Hein? Merci Ravour, une fois de plus, Luc Michel, pour sur Multiplex.